Salut, je m'appelle Zion, j'ai 32 ans et je suis développeur de logiciels. J'ai enfin réalisé le rêve américain l'année dernière en achetant ma première maison à Portland. Rien d'extravagant, juste une modeste maison de 2 chambres dans laquelle j'ai mis tout mon cœur pour me l'approprier. La chambre d'amis était ma fierté et ma joie, un espace pour accueillir mes amis et ma famille lorsqu'ils me rendaient visite. Nos dîners de famille du dimanche étaient généralement des moments agréables, mais le mois dernier, l'atmosphère semblait différente. Quelque chose n'allait pas lorsque mes parents et ma sœur enceinte, sont arrivés. Avant de vous raconter comment ma famille a essayé de réquisitionner ma maison, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, et cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà dû vous défendre face à votre propre famille. Acheter ma maison n'a pas été facile. Pendant 3 années consécutives, j'ai travaillé plus de 60 heures par semaine, j'ai accepté des projets en freelance et j'ai sacrifié mes vacances et mes sorties pour économiser pour l'apport personnel. Je me souviens encore du jour où mon prêt hypothécaire a été approuvé, le 12 avril. Je me suis assis dans ma voiture devant la banque et j'ai pleuré de vraies larmes de joie. Aucun de mes amis ne possédait encore de propriété. Dans le marché immobilier actuel, cela semblait être un petit miracle d'avoir réussi à le faire avant mes 30 ans. La maison elle-même n'a rien d'extraordinaire selon la plupart des critères. Elle fait environ 150 mètres carrés avec un petit jardin adossé à une zone boisée qui donne l'illusion de plus d'espace. La cuisine avait besoin d'être rafraîchie et la salle de bain avait cette ambiance distincte des années 80 avec des carreaux bleu poudre, mais c'était chez moi. Chaque lame de parquet qui grinçait et chaque fenêtre laissant passer les courants d'air m'appartenaient, et non à un propriétaire qui pouvait augmenter le loyer sur un coup de tête. Cette chambre d'amis, pourtant, était quelque chose de spécial. J'avais investi davantage dans cette pièce que dans n'importe quelle autre partie de la maison, un lit double de qualité avec un matelas à mémoire de forme, des rideaux occultants, un petit bureau près de la fenêtre donnant sur la cour arrière et une télévision connectée fixée au mur. J'avais même installé des étagères intégrées et les avais remplies de livres et de petits souvenirs qui reflétaient ma personnalité, sans être trop personnel pour que les invités ne se sentent pas indiscrets. Les murs étaient peints d'un vert sauge apaisant, une couleur que mon ami Thomas, qui travaille dans le design d'intérieur, m'avait assuré qu'elle permettrait aux gens de se sentir accueillis et détendus. Ma relation avec ma famille a toujours été proche mais compliquée. Mes parents, Gérald et Martha, sont de bonnes personnes qui ont travaillé dur toute leur vie. Mon père a passé 30 ans dans la même entreprise de fabrication, et ma mère était administratrice d'école primaire. Ils ont bien subvenu à nos besoins, mais la nuance émotionnelle n'était pas leur fort. Dès le début, il y avait une dynamique claire, j'étais le responsable, et ma sœur de 3 ans ma cadette, était l'esprit libre. Cette dynamique entraînait des attentes différentes. Quand j'obtenais un B à un examen, on me demandait pourquoi ce n'était pas un A. Quand obtenait un C, on célébrait le fait que ce n'était pas un D. Quand je voulais aller à un concert au lycée, je devais présenter un plan détaillé, comprenant le transport et les contacts d'urgence. Quand voulait la même chose, elle devait juste promettre de faire attention. Je n'en veux pas à ma sœur pour cela. Ce n'était pas de sa faute, mais au fil du temps, cela a créé un accord tacite selon lequel je serais toujours tenu à un niveau d'exigence plus élevé. Après l'université, je suis resté à Portland tandis que errait de ville en ville et d'emploi en emploi, serveuse à Chicago, enseignante d'anglais à Madrid, employée dans une station de ski dans le Colorado. Nos parents s'inquiétaient de son manque de direction, mais romançaient aussi ses aventures d'une manière qu'ils n'ont jamais eue à mon égard. Avec ma progression de carrière stable dans le développement de logiciels, lorsque j'ai acheté ma maison, une nouvelle tradition est apparue. Les dîners du dimanche chez mes parents sont devenus un rendez-vous hebdomadaire. Maman cuisinait, papa parlait de ses projets de retraite et se joignait à nous lorsqu'elle était en ville. C'était agréable, une façon de rester connecté à l'âge adulte. Il y a 3 mois, a lâché une bombe lors de l'un de ses dîners, elle était enceinte. Le père était Marcus, un homme qu'elle fréquentait depuis environ 8 mois. Il travaillait comme ingénieur du son dans des salles locales, créatif, doué, mais avec l'instabilité financière qui accompagne souvent les carrières artistiques. Lorsqu'elle lui a annoncé la grossesse pour la première fois, il a paniqué et a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer la nouvelle. Cela a laissé aller dans l'incertitude quant à leur avenir ensemble. La réaction de mes parents à l'annonce de la grossesse a été surprenante. Plutôt que l'inquiétude ou la déception à laquelle je m'attendais à moitié, ils étaient extatiques. Du jour au lendemain, ma mère a transformé notre chambre d'enfant en un sanctuaire pour son petit enfant à naître.
Elle a acheté de minuscules vêtements, a recherché les berceaux les plus sûrs et a téléchargé une douzaine d'applications pour suivre le développement fœtal. Mon père a commencé à parler de fonds d'études et de prénoms familiaux. Leur enthousiasme semblait occulter toute préoccupation pratique concernant le statut de célibataire de Haley, sa relation incertaine ou son manque de revenus et de logement stable. Tout au long de ce tourbillon, j'ai essayé d'être le frère solidaire. J'écoutais les craintes de Haley lors de nos appels téléphoniques tardifs. Je lui ai prêté de l'argent pour ses rendez-vous médicaux avant que son assurance ne commence à la couvrir. Je l'ai aidé à rechercher des ressources parentales et à établir un budget. Lorsqu'elle passait la nuit chez moi pour échapper à l'excitation étouffante de nos parents, elle utilisait cette chambre d'amis et me faisait remarquer à quel point elle s'y sentait apaisée. Cette chambre représentait pour moi bien plus qu'un simple endroit pour les visiteurs. Elle symbolisait la réussite, l'indépendance et le genre d'adulte que je voulais être, quelqu'un qui avait les moyens et l'espace nécessaires pour accueillir les autres correctement. J'avais l'intention d'en convertir une partie en bureau à domicile. À mesure que mon travail à distance devenait plus permanent, cette pièce symbolisait à la fois ma réussite actuelle et mon potentiel futur. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce de la grossesse de Haley, nos dîners du dimanche ont pris une nouvelle tournure. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur le bébé. Ma mère apportait des échantillons de peinture et des catalogues de berceaux. Mon père parlait d'installer de meilleurs dispositifs de sécurité dans l'appartement de Haley. Personne ne semblait s'inquiéter de l'absence persistante de Marcus ou de la situation financière de Haley. Lorsque j'ai gentiment soulevé ces questions pratiques, on m'a dit de ne pas gâcher la fête ou de ne pas trop m'inquiéter. Le schéma établi dans notre enfance se poursuivait, la vie de Haley était abordée avec une foi optimiste dans le fait que tout s'arrangerait, tandis qu'on attendait de moi que je sois pragmatique pour tout, sauf pour la situation de Haley. Le dimanche qui a tout changé a commencé de manière assez normale. J'ai passé la matinée à rattraper mon travail, puis j'ai fait le trajet habituel de 20 minutes jusqu'à la maison de banlieue de mes parents. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur leur pelouse bien entretenue. En m'engageant dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture de Haley était déjà là, ce qui était inhabituel. En général, elle arrivait tout juste à l'heure ou légèrement en retard. En marchant vers la maison, j'ai senti un courant sous-jacent de tension avant même d'ouvrir la porte. Qu'on appelle cela de l'intuition ou simplement des années d'expérience à décrypter les humeurs de ma famille, quelque chose clochait. Les bruits habituels de ma mère s'activant dans la cuisine ou de mon père regardant du sport dans le salon étaient absents. À la place, il y avait un calme étrange, plein d'attente. « Je suis là », ai-je lancé en entrant, suspendant ma veste au crochet près de la porte, le même crochet qui était le mien depuis l'école primaire. Dans la salle à manger, ma mère a répondu d'une voix à l'intonation inhabituelle, trahissant une excitation à peine contenue. Ils étaient déjà tous assis, une autre rupture par rapport à notre routine habituelle de rassemblement informel dans la cuisine. Pendant que les derniers préparatifs du dîner se faisaient, mon père était assis en bout de table, tambourinant des doigts sur le bois. Ma mère arrangeait des fleurs dans un vase que je n'avais jamais vu auparavant. Haley était assise, les mains croisées sur son ventre légèrement arrondi, avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à décrypter, entre nervosité et excuse. « Je suis en retard ?» J'ai regardé ma montre, confus par cette mise en place formelle. « Pile à l'heure », a dit mon père, regardant sa propre montre comme s'il confirmait un rendez-vous planifié plutôt qu'un repas de famille. « Nous sommes juste impatients de commencer. Ta mère a fait un rôti de bœuf. » La table était dressée avec la belle vaisselle, le service réservé pour Thanksgiving et Noël, et il y avait des bougies non allumées, mais positionnées comme pour une occasion spéciale. Ma mère avait préparé tous mes plats préférés, rôti de bœuf avec carottes et pommes de terre, petit pain fait maison, et je sentais l'odeur d'une tarte aux pommes qui cuisait au four. On aurait dit un repas d'anniversaire, sauf que ce n'était l'anniversaire de personne. Alors que nous commencions à manger, la conversation semblait forcée. Ma mère bombardait Haley de questions sur la façon dont elle se sentait, si elle se reposait assez, si les vitamines prénatales l'aidaient contre ses nausées matinales. Mon père ramenait constamment la conversation vers des sujets liés au bébé. Haley avait-elle déjà pensé à des prénoms? Espérait-elle un garçon ou une fille? Voulait-elle connaître le sexe avant la naissance ou avoir la surprise? Pendant tout ce temps, Haley répondait à voix basse, chipotant dans son assiette plus qu'elle ne mangeait. Ses récits habituellement si animés étaient absents. Elle fuyait mon regard, ce qui était particulièrement étrange. J'ai essayé d'introduire des sujets neutres, un nouveau projet au travail, un sentier de randonnée que j'avais découvert près de chez moi,
un documentaire que je pensais qu'ils aimeraient. Mais chaque tentative tombait à plat avec des réponses minimales avant que quelqu'un ne revienne au bébé. Mon père a vérifié sa montre au moins 5 fois pendant le plat principal. Ma mère remplissait le verre d'eau de Haley si fréquemment que cela en devenait presque comique. Toute la scène ressemblait à une mauvaise pièce de théâtre amateur. Chacun récitait ses répliques sans conviction en attendant l'acte principal. Enfin, alors que ma mère servait la tarte aux pommes, mon père s'est raclé la gorge de manière théâtrale. Il a posé sa fourchette, a croisé les mains sur la table et m'a regardé avec ce que j'ai reconnu comme son expression de « grande annonce ». Le même regard qu'il affichait lorsqu'il nous parlait de ses changements d'emploi ou de la fois où il avait décidé de surprendre ma mère avec une croisière pour leur 20e anniversaire de mariage. « Zion », a-t-il commencé d'une voix solennelle. Nous avons réfléchi à la situation du bébé, et nous avons trouvé la solution parfaite. J'ai hoché la tête, prenant une bouchée de tarte, en supposant qu'ils allaient parler d'aider Haley pour son appartement ou peut-être de l'héberger chez eux jusqu'à ce qu'elle règle les choses avec Marcus. Ta chambre d'amis ferait une chambre de bébé idéale, a-t-il poursuivi. Elle bénéficie d'une excellente lumière naturelle. Elle est de bonne taille, et tu as cette deuxième salle de bain juste en face du couloir. Je me suis figé en pleine mastication, le goût sucré de la cannelle et de la pomme se transformant en carton dans ma bouche. Nous avons déjà commencé à regarder les berceaux et les tables à langer, est intervenue ma mère, l'excitation débordante. Nous avons trouvé le plus bel ensemble chez Burlington Baby. En bois massif, il se convertit plus tard en lit de transition pour tout petit. Nous avons pensé que le blanc irait très bien avec tes murs vert sauge. Il sera livré à ton adresse mardi prochain, a ajouté mon père avec désinvolture, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Nous avons fait une excellente affaire, 20% de réduction sur le modèle d'exposition. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai posé ma fourchette, conscient que ma main commençait à trembler légèrement. En face de moi, Haley fixait son assiette avec une concentration intense. Je suis désolé, ai-je enfin réussi à dire, ma voix résonnant bizarrement lointaine à mes propres oreilles. Vous avez commandé des meubles pour ma maison sans me demander mon avis. Ma mère a balayé l'objection d'un geste de la main. Nous savions que cela ne t'embêterait pas. Tu dis toujours que cette pièce n'est pas assez utilisée. Je n'ai jamais dit cela, ai-je répondu, essayant encore d'assimiler ce qui se passait. Eh bien, c'est le cas, a déclaré mon père d'un ton plat. Et Haley a besoin d'un endroit où loger jusqu'à ce qu'elle s'en sorte avec le bébé. C'est tout à fait logique. Tu as tout cet espace. Ma mère a ajouté, et tu es à peine chez toi avec toutes les heures que tu fais au travail. De cette façon, Haley et le bébé seront pris en charge, et tu auras de la compagnie. J'ai regardé ma sœur, qui a enfin levé les yeux pour croiser mon regard. Son expression mêlait culpabilité et espoir. Tu étais au courant, lui ai-je demandé directement. Ils m'ont parlé de l'idée, a-t-elle admis doucement. Je leur ai dit que nous devrions d'abord t'en parler, mais nous savions que tu voudrais aider ta sœur, a coupé ma mère. La famille s'entraide, Zion. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Le décalage entre leur planification et ma réalité semblait irréel. Ils avaient pris des décisions concernant ma maison, mon espace personnel pour lequel j'avais tant travaillé, sans même une simple conversation de courtoisie. L'hypothèse que je m'adapterais simplement à leur projet sans poser de questions reflétait un manque fondamental de respect pour mon autonomie. Je pense que nous devons faire marche arrière là, ai-je dit, essayant de garder une voix calme. C'est la première fois que j'entends parler de tout cela, et vous avez déjà commandé des meubles pour qu'ils soient livrés chez moi. N'en fais pas toute une histoire, a dit mon père en fronçant les sourcils. C'est juste un berceau et quelques objets essentiels. Nous l'aiderons pour le reste de ce dont elle a besoin. Ce n'est pas la question, ai-je répliqué, sentant la chaleur me monter au visage. La question est que vous avez pris une décision importante concernant ma maison sans même m'en parler d'abord. Nous en parlons maintenant, a dit ma mère, son sourire faiblissant légèrement. Et tout est réglé. Haley peut emménager le week-end prochain. J'ai déjà emballé la plupart de ses affaires de son appartement. La prise de conscience que ce n'était pas une suggestion, mais un fait accompli m'a frappé comme un coup physique. Il ne me consultait pas. Il m'informait d'une décision déjà prise. Alors que les implications se bousculaient dans mon esprit, ma vie privée, ma routine, mon espace, le tout fondamentalement altéré sans mon avis, j'ai senti quelque chose changer en moi.
Une vie entière à m'adapter aux attentes de ma famille entrait en collision avec les limites que j'avais seulement récemment appris à fixer en tant qu'adulte indépendant. Non, ai-je dit calmement. Cela ne se produira pas, le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre avant la tempête. Comment ça, non, a demandé mon père, sa voix se durcissant. Le concept que je puisse refuser cette directive familiale lui semblait visiblement totalement étranger. Je veux dire que je ne vais pas transformer ma chambre d'amis en chambre de bébé et que Ale ne va pas emménager chez moi, ai-je clarifié, gardant un ton aussi neutre que possible malgré l'adrénaline qui parcourait mon corps. L'expression de ma mère est passée de la confusion à la blessure. Zion, c'est de ta sœur dont nous parlons. Ta sœur est ta nièce ou ton neveu. Je comprends cela, ai-je dit, et je veux aider Ale, mais pas de cette façon. Pas en faisant emménager quelqu'un chez moi sans aucune discussion ni consentement. C'est seulement temporaire, a insisté mon père en accentuant chaque syllabe comme s'il s'adressait à quelqu'un ayant des capacités de compréhension limitées, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Peut-être 6 mois, 1 an tout au plus. 1 an, ai-je répété, ce laps de temps rendant la situation encore plus absurde. De toute façon, ta maison est trop grande pour une seule personne, est intervenue ma mère. Tout cet espace gâché alors que ta sœur a besoin d'aide. Ce commentaire a touché une corde particulièrement sensible. Ma maison, trop grande, était un modeste F3 pour lequel j'avais étiré mes finances au maximum afin de pouvoir précisément disposer d'une chambre d'amis et d'un bureau à domicile. La suggestion que mon espace personnel était en sorte gaspillé s'il n'était pas utilisé par d'autres m'a semblé profondément dévalorisante. Ma maison est exactement de la bonne taille pour ma vie, ai-je répondu fermement. Je l'ai achetée avec des objectifs précis en tête, et transformer la chambre d'amis en une chambre de bébé permanente n'en fait pas partie. Mon père s'est penché en avant, son expression changeant pour adopter celle qu'il utilisait lorsqu'il avançait ce qu'il considérait comme un argument irréfutable. Zion, tu as une responsabilité ici. Tu es installé, financièrement stable. Ale fait face à la maternité célibataire. En tant que frère, c'est ton devoir d'assumer. Le mot « devoir » a déclenché des souvenirs de nombreux moments de mon enfance où mes préférences personnelles avaient été subordonnées aux attentes de la famille, la fois où j'avais dû renoncer à la colonie de vacances pour aider pour les cours de natation de Ale. L'entretien pour une bourse universitaire que j'avais manqué pour conduire Ale à une audition quand mes parents ne pouvaient pas, la fête de remise des diplômes écourtée parce que Ale traversait une crise émotionnelle à cause d'une rupture. Chaque situation renforçait le même message, les besoins de Ale passaient en premier. Je suis ravi de t'aider, Ale, ai-je dit, me tournant pour regarder directement ma sœur, qui était restée étrangement silencieuse. Mais j'ai besoin de l'entendre d'elle. Est-ce que c'est ce que tu veux, Ale? Est-ce que c'était ton idée d'emménager chez moi? Ale a tripoté sa serviette, ses yeux oscillant entre nos parents avant de s'arrêter sur moi. Pas exactement, a-t-elle admis. Maman et papa l'ont suggéré quand Marcus et moi avons commencé à avoir des problèmes. Quel genre de problème, ai-je demandé, réalisant que je n'avais pas beaucoup entendu parler de Marcus ces derniers temps. Ale a soupiré, sa main se posant inconsciemment sur son ventre arrondi. Il panique à l'idée de devenir père. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à sa capacité à gérer cela. Il loge chez un ami depuis 2 semaines. C'était une nouveauté pour moi. Malgré nos conversations régulières, Ale avait minimisé l'ampleur de ses problèmes de couple. J'ai ressenti un élan de réelle inquiétude pour sa situation, indépendamment de la violation de mes limites. Je ne savais pas que les choses s'étaient dégradées à ce point, ai-je dit plus doucement. Des larmes sont montées aux yeux de Ale. Je ne voulais pas t'inquiéter. Et puis maman et papa ont commencé à faire tous ces plans, disant à quel point ce serait parfait si je vivais avec toi, comment tu pourrais m'aider avec le bébé pendant que je triais tout ça. Sa voix s'est éteinte. Nous l'avons déjà dit à tout le monde, c'est réglé, a-t-elle ajouté d'une petite voix. Grand-mère, mes amis, tout le monde pense que j'emménage chez toi la semaine prochaine. La manipulation est devenue plus évidente. Non seulement mes parents avaient pris des décisions concernant ma maison sans me consulter, mais ils avaient créé une pression sociale en annonçant ces plans à notre famille élargie et au cercle social de Ale. Ils avaient fabriqué une situation où mon refus me ferait passer pour cruel et sans cœur. Ce n'était pas juste pour Zion, a reconnu ma mère de manière inattendue, bien que ses mots suivants aient sapé cet aveu. Mais nous savions qu'une fois qu'il aurait compris la situation, il voudrait t'aider. Tu as toujours été le responsable, Zion. Celui sur qui on pouvait compter.
Et c'était là, le schéma familier mis à nu. Mon rôle de responsable n'était pas un compliment. C'était l'attente selon laquelle je m'adapterais aux besoins de tous les autres aux dépens des miens. Une vie entière de souvenirs a défilé dans mon esprit. À l'âge de 8 ans, donner mon nouveau vélo pour que Alé puisse apprendre à en faire parce qu'elle était devenue trop grande pour son tricycle et que mes parents ne voulaient pas acheter un autre vélo cette année-là. À l'âge de 16 ans, voir mon couvre-feu strictement appliqué tandis que Alé, à 13 ans, avait le droit de rester dehors plus tard parce qu'elle avait une personnalité sociale différente. À l'âge de 22 ans, subir des pressions pour prendre un travail près de chez nous afin d'aider la famille alors que Alé était encouragée à parcourir le monde après l'université. Chaque cas renforçait cette dynamique. Mes limites étaient flexibles, négociables, et en fin de compte insignifiantes dans la hiérarchie des besoins de la famille. C'était un schéma que j'avais seulement commencé à reconnaître et à aborder en thérapie au cours des 2 dernières années. Je comprends que Alé ait besoin de soutien en ce moment, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin. Mais l'installer chez moi sans même me le demander d'abord n'est pas la bonne façon de lui apporter ce soutien. Il y a d'autres options dont nous pourrions discuter ensemble. Comme quoi, a contesté mon père. Son bail d'appartement se termine à la fin du mois. Marcus n'est pas fiable. Elle a besoin de stabilité pour le bébé. Peut-être qu'elle pourrait s'installer ici avec toi et maman, ai-je suggéré raisonnablement. Vous avez plus d'espace que moi, et vous parlez tous les deux de prendre bientôt votre retraite. Les expressions horrifiées qui se sont dessinées sur les visages de mes 2 parents auraient été comiques dans un autre contexte. Nous ne pouvons pas avoir un bébé à la maison à notre âge, a protesté ma mère. Les pleurs, le manque de sommeil. Nous avons plus de 60 ans. Mais vous vous attendez à ce que je gère cela tout en faisant des semaines de 60 heures de travail, ai-je demandé, le 2 poids 2 mesures étant d'une évidence flagrante. Tu es jeune, a dit mon père avec dédain. Tu peux mieux t'adapter. De plus, a ajouté ma mère, nous aurions aidé en le gardant pendant la journée quand tu es au travail. Nous avons tout planifié. Toutes leurs solutions avaient été élaborées sans tenir compte de mon avis, de mes besoins ou de la réalité pratique de ma vie. Ils avaient décidé du rôle que je jouerais dans ce scénario sans même prendre la peine de me demander si c'était un rôle que je voulais ou que je pouvais assumer. Je veux t'aider, Alé, ai-je répété en me tournant vers ma sœur. Je peux t'aider à trouver un nouvel appartement, contribuer au dépôt de garantie, et peut-être même t'aider pour certaines dépenses mensuelles jusqu'à ce que la pension alimentaire soit réglée avec Marcus, mais je ne peux pas accepter que toi et un nouveau-né emménagiez chez moi. Plutôt que de la reconnaissance pour ces offres d'aide substantielles, les visages de mes parents se sont assombris de désapprobation. Le message était clair, tout ce qui n'était pas un acquiescement total à leur projet était insuffisant. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils serait aussi égoïste, a dit doucement ma mère, maniant ce mot comme une arme. L'accusation d'égoïsme de ma mère est restée suspendue dans l'air comme un gaz toxique, étouffant toute chance de discussion raisonnable. La bouffée de chaleur familière de la honte, une réponse physiologique conditionnée par des années d'accusations similaires chaque fois que je privilégiais mes besoins, m'a envahi le cou. Vouloir un respect de base pour ma maison et mes limites n'est pas égoïste, ai-je répliqué, luttant pour garder mon sang-froid. Ça l'est quand ta sœur a besoin de toi, a répliqué mon père d'une voix plus forte. Ce n'est pas un étranger qui te demande des faveurs, Zion. C'est la famille. La famille devrait respecter les limites de chacun, ai-je insisté. La famille devrait avoir des conversations avant de prendre des décisions majeures qui affectent tout le monde. Oh, alors maintenant nous avons besoin d'une autorisation formelle pour aider ta sœur? Le visage de mon père avait rougi, une veine palpitant visiblement sur sa tempe. Qu'est-il devenu des valeurs avec lesquelles nous t'avons élevé, la famille d'abord, toujours? Alé a brusquement reculé de la table, sa chaise grinçant bruyamment sur le parquet. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se précipitait hors de la salle à manger vers la salle de bain au bout du couloir. Le bruit de la porte claquée a ponctué sa sortie. « Regarde ce que tu as fait maintenant » a sifflé ma mère en jetant sa serviette sur la table. Bouleverser une femme enceinte. Es-tu fier de toi? L'injustice de cette accusation, alors qu'ils avaient orchestré toute cette situation, a allumé quelque chose en moi. Des années à ravaler ma frustration pour maintenir la paix menacée d'éclater d'un coup. Ce n'est pas moi qui l'ai bouleversée, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. C'est cette situation que vous avez créée qui la bouleverse, la plaçant au milieu d'un conflit qui aurait pu être évité par une simple conversation avant que vous ne commenciez à faire des plans pour ma maison. Ma mère s'est levée et est allée rejoindre Alé,
s'arrêtant sur le pas de la porte pour décocher une dernière flèche, je n'aurais jamais pensé voir le jour où mon fils abandonnerait sa propre sœur au moment où elle a le plus besoin de lui. Seul avec mon père, la tension dans la pièce s'est encore accrue. Il s'est penché en avant, baissant la voix comme pour me confier un secret, bien que son ton soit resté dur. Voici ce qui va se passer, Zion. La livraison des meubles est prévue pour mardi à 10 h du matin. Je leur ai déjà donné la clé de ta maison pour qu'ils puissent entrer au cas où tu serais au travail. Cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Tu as fait quoi? La clé de rechange que tu nous as donnée pour les urgences, a-t-il clarifié comme si cela rendait la violation moins grave. C'était tout simplement logique puisque tu es au bureau la plupart du temps. Tu as donné l'accès à ma maison à des inconnus sans me le dire. La violation de mes limites ne cessait de s'étendre d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Il a balayé mon inquiétude. Ce ne sont pas des inconnus. C'est le service de livraison de Burlington Baby. Très réputé. Mon esprit s'est mis à tourner à toute allure face aux implications. Que avait-il fait d'autre à mon insu? Êtes-vous allé chez moi récemment, ai-je demandé, un terrible soupçon se dessinant. L'hésitation momentanée de mon père a confirmé mes craintes avant même qu'il ne parle. Vous êtes entré chez moi quand je n'y étais pas, sans me demander l'autorisation ni même me le dire. Chaque révélation semblait pire que la précédente. Ne sois pas si dramatique, a-t-il balayé. Nous sommes tes parents, pas des cambrioleurs. Nous aidions simplement Alec à planifier la disposition de la chambre de bébé. Elle pense que le berceau serait mieux sous la fenêtre, mais ta mère s'inquiète des courants d'air. La désinvolture avec laquelle il évoquait leur intrusion et leur projet de réaménagement de ma maison m'a laissé momentanément sans voix. J'avais du mal à digérer ces multiples violations de confiance et de respect qui se produisaient simultanément. Nous avons même pris des échantillons de peinture, a-t-il poursuivi, inconscient de mon horreur grandissante. Ce verso est joli, mais quelque chose de plus chaleureux serait mieux pour un bébé. Alec aime le jaune pâle. Vous prévoyez de repeindre ma chambre d'amis, ai-je demandé, incrédule. Eh bien, ce ne sera plus une chambre d'amis, a-t-il déclaré comme s'il expliquait une évidence à un enfant. Ce sera la chambre du bébé. Essaie de suivre, Zion. Le ton condescendant de sa voix a brisé quelque chose en moi. La retenue prudente que j'avais maintenue a commencé à s'effondrer. C'est insensé, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Vous ne pouvez pas décider de rénover des parties de ma maison sans ma permission. J'ai acheté cette maison. C'est ma propriété, pas une communauté familiale. L'expression de mon père s'est durcie. Ne prends pas ce ton avec moi. Nous essayons de résoudre une crise familiale ici, et tu agis comme si nous t'imposions quelque chose. Il s'agit de ta nièce ou de ton neveu dont on parle, et je tiens à cet enfant, ai-je insisté. Mais cela ne signifie pas abandonner ma maison et ma vie privée sans avoir mon mot à dire. La vie privée, a-t-il ricané. Pourquoi as-tu besoin de tant d'intimité d'ailleurs? Ce n'est pas comme si tu ramenais une fille différente chaque week-end. Cette pique sur ma situation amoureuse, j'étais célibataire depuis environ 1 an après une rupture difficile, m'a semblé particulièrement basse. Cela a également révélé une autre dimension de leur projet, ils considéraient mon célibat comme rendant mon espace disponible pour l'usage familial, comme si le fait de ne pas être marié signifiait que ma maison était en quelque sorte moins légitime, moins la mienne. Ma situation amoureuse n'a rien à voir là-dedans, ai-je dit fermement. Et cela ne rend pas ma maison moins mienne. Ma mère est revenue dans la salle à manger, l'expression sombre. Alec est allongé dans son ancienne chambre. Sa tension artérielle semble élevée. J'espère que tu es satisfait. Avant que je ne puisse répondre à cette tentative flagrante de me faire culpabiliser, elle a poursuivi avec ce qui ressemblait à un discours répété. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Zion. Ton père et moi avons discuté et nous pensons qu'il est juste que tu participes aux dépenses de Alec pour le bébé. Elle aura besoin de beaucoup de soutien, et puisque tu t'en sors si bien financièrement. L'audace de cette demande m'a laissé un instant stupéfait. Non seulement il prévoyait d'installer ma sœur chez moi sans mon autorisation, mais il s'attendait également à ce que je la soutienne financièrement, elle et le bébé. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous voulez que je renonce à ma chambre d'amis, à mon intimité et à ma routine pour loger ma sœur et son nouveau-né? Et vous vous attendez à ce que j'aide à payer les dépenses du bébé? Ne dis pas cela comme ça, m'a réprimandé ma mère. Tu fais passer cela pour un fardeau plutôt que pour une bénédiction.
C'est ta famille, ta propre chair et ton propre sang. Et qu'en est-il de ma vie? De mes choix? Est-ce qu'ils ne comptent pas du tout dans cette famille? Le visage de mon père s'est assombri. Quand tu auras un enfant qui dépendra de toi, tu comprendras que le confort personnel passe au second plan. Ta sœur a besoin de notre aide. De l'aide de nous tous. J'ai proposé de l'aide, leur ai-je rappelé. Une aide financière, de l'aide pour trouver un appartement, un soutien continu. Mais cela ne vous suffit pas, n'est-ce pas? La seule solution acceptable est celle où je sacrifie ma maison et mon autonomie. Maintenant, tu es juste inutilement difficile, a déclaré mon père, sa patience s'évaporant visiblement. Ce n'est pas une négociation, Zion. C'est ce qui va se passer. Les meubles arrivent mardi. Allez emménage le week-end prochain. Si tu tiens vraiment à ta sœur, tu arrêteras de rendre cela plus difficile que nécessaire. L'ultimatum était clair, céder à leur plan ou être étiqueté comme égoïste, sans cœur, un mauvais frère. C'était du chantage affectif, pur et simple. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. De la sueur perlait à la lisière de mes cheveux. Une oppression familière bloquait ma respiration, les manifestations physiques de la réaction au stress qui était devenue trop familière lors des conflits familiaux tout au long de ma vie. Par le passé, c'était le moment où je cédais. L'inconfort physique du conflit combiné au poids émotionnel de leur désapprobation me poussait généralement à abandonner ma position pour restaurer la paix. Je l'avais fait d'innombrables fois auparavant, ravalant mes objections, acceptant leurs décisions, adaptant ma vie pour répondre aux exigences de la famille tout en recevant un minimum de considération en retour. Mais quelque chose était différent cette fois. C'était peut-être la thérapie que je suivais, qui m'apprenait à reconnaître et à valider mes propres besoins. C'était peut-être l'indépendance durement acquise que représentait ma maison. Ou peut-être était-ce simplement que cette violation de mes limites était si flagrante, si fondamentalement irrespectueuse que céder semblait impossible. Quelle qu'en soit la raison, alors que j'étais assis à la table de la salle à manger de mes parents, théâtre de tant de négociations familiales d'où j'étais sorti perdant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une vie entière à me plier pour maintenir l'harmonie familiale avait créé un schéma qui se poursuivrait indéfiniment si je ne trouvais pas le courage de le briser. Non, ai-je répété, le mot me semblant plus fort dans la bouche cette fois. Cela ne se produira pas. Pas de cette façon. Le visage de mon père est devenu d'un rouge dangereux. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non, ai-je répété, surpris par l'assurance de ma voix. Je ne ferai pas partie de ce projet. C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y habite et comment les pièces sont utilisées. Après tout ce que nous avons fait pour toi, est intervenue ma mère, sa voix tremblant d'émotion. Tous les sacrifices que nous avons faits. Et c'est ainsi que tu nous remercies, en abandonnant ta sœur au moment où elle a le plus besoin de toi. L'accusation a fait mal, mais je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, une tactique de manipulation qui avait fonctionné efficacement par le passé. Cette fois-ci, j'ai refusé de mordre à l'hameçon. Je n'abandonne pas Allais, ai-je clarifié. Je fixe des limites concernant ma maison. Il y a une différence. Les limites, a craché mon père comme si ce mot avait un goût infect. Où as-tu déniché ces conneries de thérapie? La famille n'a pas de limites, Zion. La famille est là les uns pour les autres. Point final. Les familles saines se respectent mutuellement, ai-je rétorqué. Elles ne prennent pas de décisions majeures concernant la vie et la propriété des autres sans consultation. Elles n'entrent pas chez les autres sans autorisation et ne donnent pas de clés à des inconnus. Les larmes de ma mère coulaient à flot maintenant, une démonstration qui, par le passé, avait toujours garanti ma reddition immédiate. Je ne te reconnais même plus. Qu'est-il arrivé à mon gentil garçon qui faisait toujours passer la famille en premier? Il a grandi, ai-je simplement répondu. Il a acheté une maison et s'est construit une vie qui mérite un respect élémentaire. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise crissant sur le sol. Assez de ces bêtises. Voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter ce comportement égoïste et faire ce qui est juste pour ta sœur. Les meubles arrivent mardi. Allez emménage samedi. Fin de la discussion. Son ton, celui qui avait réglé d'innombrables désaccords d'enfance par sa finalité, n'avait plus le même pouvoir. Je suis resté assis, croisant son regard avec assurance. Non, papa. Voici ce qui va réellement se passer. Je vais appeler le magasin de meubles demain et annuler la livraison. Je vais changer mes serrures,
et je vais aider Ale à trouver des solutions alternatives qui n'impliquent pas d'emménager chez moi. Le silence stupéfait qui a suivi ressemblait au lendemain d'une explosion. La bouche de mon père s'ouvrait et se fermait sans émettre aucun son, tel un poisson hors de l'eau. Les larmes de ma mère ont brusquement cessé alors qu'elle me fixait avec une incrédulité évidente. « Tu irais jusque-là » a-t-elle enfin murmuré. Pour protéger mes limites, oui, ai-je confirmé. Je ne devrais pas avoir à le faire, mais vous ne me laissez pas le choix en entrant chez moi sans autorisation et en donnant ma clé à des inconnus. Mon père a retrouvé sa voix, désormais dangereusement calme. Si tu fais cela, si tu tournes le dos à ta sœur alors qu'elle a besoin de toi, ne t'attends pas à ce que les choses soient les mêmes entre nous. La menace était implicite mais claire, rentrer dans le rang ou faire face à une rupture familiale. C'était l'option nucléaire, le levier ultime dont il pensait qu'il forcerait mon obéissance. À ce moment-là, debout au bord d'une rupture familiale potentielle, j'ai ressenti un calme surprenant. L'anxiété qui s'était accumulée tout au long de la confrontation a reculé, remplacée par une clarté que je n'avais pas anticipée. « Je suis désolé que tu vois les choses ainsi », ai-je dit. « Sors », a dit mon père en pointant du doigt la porte. « Sors de cette maison jusqu'à ce que tu sois prêt à faire correctement partie de cette famille. » Je me suis levé lentement, me sentant étrangement détaché du drame qui se jouait. « Je ferai toujours partie de cette famille, papa. » Mais faire partie de la famille ne signifie pas sacrifier mon autonomie ou permettre que l'on viole mes limites. Pas, c'est tout, a sangloté ma mère, se détournant comme si elle ne pouvait pas supporter de me regarder. J'ai marché vers le couloir, m'arrêtant devant l'ancienne chambre d'enfant de Ale. Après un moment d'hésitation, j'ai frappé doucement. Ale, c'est moi. Est-ce qu'on peut se parler avant que je parte? Il n'y a pas eu de réponse. Après avoir attendu un moment raisonnable, j'ai dit à travers la porte, je t'appellerai demain. Nous trouverons une solution, je te le promets. Le trajet de retour en voiture a semblé irréel. Les lampadaires se brouillaient à travers des larmes inattendues alors que l'adrénaline de la confrontation laissait place aux retombées émotionnelles. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises dans ma poche, probablement mes parents poursuivant la dispute par SMS, mais je l'ai laissé de côté jusqu'à ce que je sois arrivé chez moi en sécurité. Quand j'ai enfin regardé, les messages étaient exactement ceux auxquels je m'attendais. De papa, ton comportement ce soir était inexcusable. Ta mère est dévastée. De maman, comment as-tu pu faire ça à Ale? Elle pleure à cause de toi. De maman encore, appelle-nous quand tu seras prêt à t'excuser et à faire ce qui est juste. Puis, de manière inattendue, un message de ma tante, la sœur de ma mère, ta mère vient de m'appeler, très bouleversée. Elle m'a dit que tu refusais d'aider Ale pour le bébé. Cela ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau téléphonique familial avait été activé. Bientôt, chaque membre de la famille entendrait une version des faits me décrivant comme le méchant qui refusait d'aider sa sœur enceinte. Savoir cela aurait dû intensifier ma détresse, mais au contraire, cela a renforcé ma détermination. Ce schéma de manipulation par l'opinion familiale avait fonctionné par le passé parce que je me souciais énormément de la façon dont j'étais perçu. Désormais, je me surprenais à accorder plus d'importance au fait de rester ferme dans ma vérité qu'à la gestion des perceptions des autres à mon égard. J'ai envoyé une brève réponse à ma tante, l'histoire ne s'arrête pas là. Je t'appelle demain pour t'expliquer. Le sommeil a été difficile à trouver cette nuit-là. J'ai arpenté ma maison, la voyant soudainement d'un œil nouveau, non plus seulement comme mon espace personnel, mais comme un territoire que je devais défendre. La chambre d'amis, avec ses meubles soigneusement choisis et ses murs verts apaisants, ressemblait désormais à un champ de bataille. Je l'imaginais transformé contre ma volonté, une peinture jaune recouvrant la couleur que j'avais choisie, des meubles de bébé remplaçant le bureau où je travaillais parfois, le sanctuaire paisible devenant une chambre de bébé chaotique. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a sonné, c'était un appel de Ale. J'ai répondu immédiatement. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. Sa voix semblait étouffée par les pleurs. « Non. Tout est un désastre. Maman et papa sont furieux et je suis prise au piège au milieu. Je suis désolé pour ça, ai-je dit sincèrement. Rien de tout cela n'est de ta faute. Vraiment, a-t-elle répliqué. Si je n'étais pas tombée enceinte, si j'avais été plus prudente avec Marcus. Ale, arrête. Ta grossesse n'est pas le problème ici. Le problème, c'est que maman et papa ont pris des décisions concernant ma maison sans mon avis ni mon consentement.
Un long silence a suivi avant qu'elle ne reprenne la parole. Ils ne t'ont vraiment rien dit avant ce soir, n'est-ce pas? Pas un mot, ai-je confirmé. T'ont-ils laissé croire que j'étais au courant de ce plan? Ils m'ont dit qu'ils t'en avaient parlé et que tu étais d'accord avec l'idée générale, a-t-elle admis. J'aurais dû vérifier directement avec toi. Je suis désolé. Ces excuses, les premières que l'on m'adressait depuis que tout cela avait commencé, ont desserré un poids sur ma poitrine. C'est bon. On peut trouver une solution ensemble, sans qu'ils nous dictent leurs conditions. Je ne sais pas quoi faire, Zion, a-t-elle dit d'une petite voix. Mon bail se termine. Marcus est fuyant, et j'ai peur de faire ça toute seule. Tu n'es pas seul, l'ai-je rassuré. Je suis là pour toi, mais simplement pas de la manière dont maman et papa l'ont décidé. Est-ce qu'on peut se voir demain, juste tous les deux? Pour discuter de vrais opions? Elle a accepté de me retrouver pour un café le lendemain après-midi. Alors que je succombais enfin à un sommeil réparateur vers l'aube, j'ai réalisé que ce week-end était devenu une épreuve testant non seulement ma relation avec ma famille, mais aussi ma relation avec moi-même et ma propre autonomie. Le lendemain matin a apporté de nouveaux défis. Un appel du magasin de meubles a confirmé que mes parents avaient bien programmé une livraison à mon adresse. Lorsque j'ai tenté de l'annuler, j'ai découvert qu'ils avaient versé un acompte non remboursable en utilisant mon nom et mon adresse. Démêler tout cela a nécessité plusieurs appels et l'explication humiliante selon laquelle, non, je n'avais pas autorisé cet achat. Plus tard, un SMS de mon père m'a informé qu'il avait dit aux voisins de s'attendre à des camions de livraison mardi, ajoutant une autre couche de complications sociales à résoudre. Dimanche après-midi, j'avais reçu des appels ou des SMS de 2 oncles, d'une tante, de ma grand-mère et de 3 cousins, exprimant tout divers degrés d'inquiétude, de déception ou de critique ouverte à l'égard de mon refus d'aider la famille. Cette campagne de pression coordonnée était aussi transparente qu'efficace pour faire grimper mon niveau de stress. Malgré tout cela, lorsque j'ai retrouvé aller dans un petit café à mi-chemin de nos maisons, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le pire était passé. J'avais tenu bon et fait face aux répercussions familiales, et j'étais toujours debout. Quelque chose qui m'avait terrifié pendant des années s'était produit, bien que douloureux, cela ne m'avait pas détruit. Le café offrait un terrain neutre pour que Ale et moi puissions conseiller et discuter sans l'influence de nos parents. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux tranchant nettement avec cet éclat de grossesse, dont tout le monde parle mais que peu de gens connaissent réellement. J'ai appelé un serrurier ce matin, lui ai-je dit après que nous nous soyons installés avec nos boissons un décaféiné pour elle, un triple expresso pour moi après ma nuit blanche. Ils viennent demain pour changer toutes les serrures. Elle a grincé des dents mais a hoché la tête en signe de compréhension. Je ne te blâme pas. Ce que maman et papa ont fait a largement dépassé les bornes. Son approbation a résonné comme une petite victoire. J'ai aussi parlé à ma thérapeute, ai-je continué. Elle m'a aidé à rédiger un email à envoyer à maman et papa pour définir clairement mes limites. Tu es en thérapie? Ale a semblé surprise. Depuis environ 2 ans maintenant, ai-je admis. Cela m'aide à reconnaître certains schémas malsains dans notre dynamique familiale. Ale a remué son café d'un air pensif. Comme la façon dont ils nous ont toujours traités différemment. Toi comme le responsable qui peut tout gérer, et moi comme la fragile qui a besoin d'être protégée. Sa perspicacité m'a pris de court. J'avais supposé qu'elle n'était pas consciente de cette disparité ou qu'elle en bénéficiait trop pour la remarquer. Exactement comme ça, ai-je confirmé. Cela a créé une situation où mes limites ne sont pas respectées tandis que ton indépendance n'est pas encouragée. Tu m'étonnes, a-t-elle soupiré. Ce changement de perspective passait d'une confrontation entre nous à la reconnaissance du fait que nous luttions tous les deux contre le comportement contrôlant de nos parents a transformé toute la conversation. Pour la première fois peut-être à l'âge adulte, Ale et moi étions de véritables alliés plutôt que les acteurs des rôles assignés par nos parents. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment, lui ai-je demandé directement. Pas ce que maman et papa veulent pour toi, mais ce que tu veux pour toi et ton bébé. Elle a semblé surprise par la question, comme si personne n'avait pris la peine de lui demander sa véritable préférence. Je veux de l'indépendance, a-t-elle dit, élaborant sa pensée au fur et à mesure qu'elle parlait. Je veux créer un foyer stable pour mon bébé, mais à mes conditions. Je veux que Marcus soit impliqué s'il est prêt à s'investir, mais je dois être prête à le faire seule si nécessaire. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, et je ne veux pas être traitée comme une enfant incompétente par nos parents pour le reste de ma vie.
Tout cela semble tout à fait raisonnable, l'ai-je rassuré. Mais j'ai peur, Zion, a-t-elle admis. Financièrement, émotionnellement, sur tous les plans. Je n'ai jamais été doué avec l'argent comme tu le es. L'idée du loyer, des dépenses du bébé, et d'avoir possiblement à faire tout cela toute seule. C'est écrasant. Cette vulnérabilité authentique, bien loin de l'impuissance théâtrale que nos parents provoquaient souvent chez elle, m'a touché. C'était une ouverture pour un vrai soutien, plutôt que pour des solutions imposées. Et si nous abordions cela différemment, ai-je suggéré. Au lieu que tu emménages chez moi, et si je t'aidais à trouver ton propre logement? Je pourrais participer au dépôt de garantie, et peut-être t'aider avec le loyer pendant quelques mois le temps que tu te lances. Ses yeux se sont agrandis. Tu ferais ça? Bien sûr. Tu es ma sœur et je veux t'aider. Juste pas en acceptant que mes limites soient complètement ignorées. Ce serait extraordinaire, a-t-elle dit, un semblant de véritable sourire apparaissant pour la première fois. Je me sentirais tellement mieux d'avoir mon propre espace, juste pour moi et le bébé. Nous avons passé l'heure suivante à regarder des annonces d'appartements sur mon ordinateur portable. Grâce à mon aide financière, elle pouvait s'offrir quelque chose de convenable dans un quartier sûr, non loin de chez moi. Nous avons créé un budget réaliste tenant compte des dépenses liées au bébé, exploré les options de garde d'enfants et discuté d'opportunités de télétravail qui lui permettraient d'avoir plus de flexibilité en tant que jeune maman. Et qu'en est-il de Marcus, ai-je fini par demander. Où en est-il dans tout ça? Le visage de Alès s'est assombri. Pour être honnête, je ne sais pas. Il a paniqué quand je lui ai parlé de la grossesse, mais il n'a pas complètement disparu. Il m'envoie des SMS pour me demander comment je vais, mais chaque fois que j'essaie de parler de plans concrets, il reste évasif. Est-ce que tu lui as parlé des projets de maman et papa? Ai-je demandé prudemment. Mon Dieu, non, a-t-elle dit avec un petit rire. Cela le ferait fuir à coup sûr. Et, non seulement je suis enceinte, mais mes parents essaient de m'installer chez mon frère et de transformer sa chambre d'amis en chambre de bébé sans lui demander. Hyper rassurant pour un gars qui stresse déjà à l'idée de s'engager. Son humour face à la situation révélait une perspective plus saine que ce que je lui avais accordé au départ. Cela renforçait ma prise de conscience croissante que l'attitude infantilisante de nos parents envers Alès répondait davantage à leurs propres besoins qu'aux siens. Peut-être que nous devrions lui parler, ai-je suggéré. Sans lui mettre la pression, mais au moins lui donner une chance de s'investir s'il le souhaite. Parfois, les hommes ont besoin d'un peu de temps pour digérer les grands changements. Elle a réfléchi. Peut-être qu'il n'est pas une mauvaise personne, juste effrayé. Et le fait que maman et papa le traitent comme s'il avait déjà échoué en tant que père n'a pas aidé. Au moment de nous séparer, nous avions un plan concret. J'aiderais Alès à obtenir un appartement avec un bail à court terme pour lui donner de la flexibilité. Nous rencontrerions Marcus ensemble pour discuter des possibilités de coparentalité sans pression ni jugement. Plus important encore, nous présenterions un front uni à nos parents, en indiquant clairement que nous avions notre propre solution respectant les besoins et les limites de chacun. La confrontation avec nos parents a eu lieu le week-end suivant, de nouveau chez eux, mais dans des circonstances très différentes. J'avais changé mes serrures, annulé la livraison des meubles, bien que cela m'ait coûté la compte non remboursable, et envoyé un email clair définissant mes limites et les conséquences en cas de violation. Les réponses avaient été prévisibles, des accusations émotionnelles d'égoïsme, de déloyauté familiale et des déclarations théâtrales de chagrin parental, mais j'étais resté ferme. Alès et moi sommes arrivés ensemble, un choix délibéré pour afficher notre front uni. Mon père a ouvert la porte avec une expression glaciale qui laissait entendre qu'il considérait ma présence comme un privilège conditionnel plutôt que comme un droit. Nous sommes venus pour parler, ai-je dit simplement. Tous ensemble, en adultes. Le salon semblait chargé de tension alors que nous nous installions. Les yeux rougis de ma mère laissaient penser qu'elle avait pleuré, tandis que la posture rigide de mon père communiquait une colère défensive. Alès et moi avons travaillé sur une solution, ai-je commencé sans préambule, une solution qui respecte les besoins et les limites de chacun. Nous n'avons pas besoin de réentendre parler de tes limites, a interrompu mon père. On a compris. Tu ne veux pas aider ta sœur. Ce n'est pas vrai, est intervenu Alès avec une fermeté surprenante. Zion m'aide, mais pas de la façon que vous avez décidé sans demander l'avis de l'un ou de l'autre. Sa défense à mon égard a manifestement pris nos parents au dépourvu.
Le scénario qu'il suivait, la fille magnifique abandonnée par son frère égoïste, ne correspondait soudainement plus à la dynamique réelle dans la pièce. Ensemble, nous avons exposé notre plan, l'appartement, le soutien financier que j'apporterais à Alec pour le sécuriser, la discussion sur la coparentalité avec Marcus, et les limites qui permettraient à chacun de soutenir Alec tout en respectant l'autonomie de tous. Ça ne marchera pas, a protesté immédiatement ma mère. Alec a besoin de sa famille autour d'elle, pas d'un appartement impersonnel. Je serai à 5 minutes d'elle, ai-je souligné. Assez près pour l'aider, mais avec des espaces de vie séparés. Et j'ai besoin de mon propre logement, maman, a ajouté Alec. Je suis sur le point de devenir mère moi-même. J'ai besoin d'établir mon propre foyer, pas d'emménager chez quelqu'un d'autre. Mon père a secoué la tête, sceptique. C'est inutilement compliqué. Notre plan était plus simple et plus économique. Votre plan ne tenait pas compte de ce que chacun d'entre nous voulait réellement, ai-je répondu. Cette solution répond aux besoins de soutien de Alec tout en respectant ma maison et ma vie privée. La discussion a tourné en rond, mes parents soulevant des objections que Alec et moi avons calmement réfutées. Le dénouement est venu de manière inattendue d'une source que personne n'avait anticipée. À mi-chemin de cette conversation tendue, on a sonné à la porte. Ma mère est allée ouvrir et est revenue avec Marcus, qui avait l'air nerveux mais déterminé. Désolé d'interrompre, a-t-il dit, jetant un coup d'œil sur nos visages surpris. Alec m'a envoyé un message. Vous étiez tous en train de parler des projets pour le bébé. J'ai pensé que je devais être là. La dynamique a changé instantanément. Mes parents, qui avaient rejeté Marcus en le qualifiant de personne non fiable et désengagée, devaient soudainement faire face à sa présence physique et à son intérêt manifeste pour s'impliquer. Je sais que j'ai paniqué au début, a-t-il dit en s'adressant directement à Alec. C'était beaucoup de choses à assimiler, mais j'ai réfléchi à tout cela, et je veux faire partie de la vie de notre bébé. Une vraie partie, pas seulement les week-ends ou je ne sais quoi. La conversation qui a suivi a entièrement transformé nos plans familiaux. Marcus avait lui aussi exploré des options, cherché des appartements F3 que lui et Alec pouvaient se permettre ensemble, faire des recherches sur des employeurs accueillants pour les parents avec de meilleurs avantages sociaux, et même suivre un cours en ligne sur les soins aux nourrissons. J'ai toujours peur, a-t-il admis franchement. Mais je veux essayer de faire en sorte que cela fonctionne, que nous élevions notre enfant ensemble, même si nous construisons notre relation au fur et à mesure. Sa sincérité était palpable, et même mon père sceptique a semblé impressionné par sa volonté de faire face directement à la situation. À la fin de l'après-midi, un nouveau plan avait émergé. Alec et Marcus trouveraient un appartement ensemble, avec mon aide financière pour les dépenses initiales. Mes parents offriraient un soutien pour la garde de l'enfant en cas de besoin, et je serais l'oncle impliqué que j'avais toujours prévu d'être, à mes propres conditions. Cette solution organique, collaborative et respectueuse de la volonté de chacun a accompli ce que la planification directive de mes parents n'aurait jamais pu faire, elle a créé un système de soutien durable pour Alec et son bébé. Tout en préservant les limites nécessaires à des relations adultes saines. Alors que Marcus et Alec partaient ensemble en discutant des visites d'appartements prévues pour le lendemain, j'ai vu ma mère les regarder avec un mélange d'émotions, de la fierté, de l'inquiétude et peut-être une touche de nostalgie en réalisant que sa fille entrait véritablement dans l'âge adulte indépendant. Cela pourrait effectivement mieux fonctionner, m'a-t-elle avoué doucement, marquant la première reconnaissance du fait que notre solution avait du mérite. Ce sera le cas, l'ai-je rassuré, parce que tout le monde a eu son mot à dire pour l'élaborer, au lieu de se le faire imposer. Le premier dîner du dimanche après notre confrontation a été indéniablement embarrassant. La conversation est restée guindée, avec la politesse excessive de ma mère et l'engagement minimal de mon père, créant une atmosphère qui ressemblait plus à une réunion d'affaires qu'à un rassemblement familial. Alec et Marcus y ont assisté ensemble, leur présence unie modifiant la dynamique familiale d'une manière qui faisait encore l'objet de négociations. Comment se passe la recherche d'appartements, leur ai-je demandé, tentant de naviguer vers un terrain neutre. Nous avons trouvé un endroit, a annoncé Alec, une excitation sincère perçant à travers la tension. Un F3 dans ce nouveau complexe sur Riverside. Nous signons le bail la semaine prochaine. Le sourire de ma mère a semblé un peu forcé. C'est merveilleux, même si cela semble loin de tout. C'est à 10 minutes de chez Zion et à 15 minutes de chez vous, a fait remarquer Marcus judicieusement. De plus, il y a cette aire de jeu juste en face de la rue et c'est à distance de marche du cabinet de pédiatrie que nous aimons.
Les considérations pratiques qu'il soulevait aux preuves d'une planification réelle plutôt que de décisions impulsives ont semblé prendre mes parents au dépourvu. Ils s'adaptaient lentement, et parfois à contre-cœur, à la réalité selon laquelle Alec et Marcus prenaient la responsabilité de leur situation plutôt que de céder le contrôle à l'autorité parentale. Au cours des mois suivants, un nouveau schéma s'est progressivement mis en place. Le froid initial de la désapprobation s'est dissipé à mesure que mes parents voyaient Alec et Marcus créer un foyer stable pour l'enfant à naître. Ma mère a réorienté son enthousiasme de future grand-mère vers des canaux plus appropriés, organisé une véritable baby shower, acheter des cadeaux pratiques avec leur accord, offrir des conseils quand on le lui demandait plutôt que de les imposer unilatéralement. Mon père a mis plus de temps à s'adapter, sa fierté étant encore blessée par ma résistance sans précédent à son autorité. Mais même lui a fini par trouver sa place dans la nouvelle organisation familiale, aidant Marcus à installer des dispositifs de sécurité pour bébé dans le nouvel appartement et offrant des conseils financiers prudents lorsqu'on le sollicitait. Ma relation avec Alec s'est approfondie de manière inattendue. L'expérience partagée d'avoir tenu tête aux tendances contrôlantes de nos parents a créé un nouveau lien entre nous. Nous avons commencé à nous retrouver régulièrement pour déjeuner, juste tous les deux, construisant ainsi la relation fraternelle adulte que nous n'avions jamais tout à fait réussi à établir auparavant. Tu sais ce qui est bizarre, a-t-elle commenté lors de l'un de ses déjeuners, sa grossesse étant désormais dans son 3e trimestre. Je pense que maman et papa me respectent plus maintenant que je prends mes propres décisions au lieu de simplement suivre leur plan. Ils s'habituent à nous voir comme de véritables adultes, ai-je approuvé. C'est inconfortable pour eux, mais c'est nécessaire. Je n'aurais jamais eu le courage de m'opposer sans te voir le faire en premier, a-t-elle admis. Tu as en quelque sorte rompu le charme pour nous tous. 5 mois après notre confrontation lors du dîner du dimanche, ma nièce Elisa est venue au monde, pesant environ 3,3 kg, une vie nouvelle qui a instantanément réorganisé toutes nos priorités. La salle d'attente de l'hôpital représentait notre nouvelle dynamique familiale et notre nouvel espace physique, mes parents marchant nerveusement de long en large, Marcus alternant entre la salle d'accouchement et les mises à jour pour la famille qui attendait. Et moi apportant calmement un soutien pratique en coordonnant les livraisons de nourriture et en répondant aux messages de la famille élargie. Quand j'ai tenu ma nièce pour la première fois, ses minuscules doigts s'enroulant instinctivement autour de mon pouce, la tension restante de notre conflit familial a soudain semblé dérisoire face à cette nouvelle vie que nous allions tous aider à s'épanouir. Les limites que j'avais lutté pour fixer n'ont pas diminué mon amour pour cet enfant ni mon engagement à être présent dans sa vie. Elles ont simplement garanti que cette présence serait saine et durable, plutôt que rancunière et imposée. Depuis la naissance d'Elisa il y a 1 an, notre famille a trouvé un nouvel équilibre. Alec et Marcus gèrent la coparentalité avec les défis et les joies habituelles des jeunes parents, parfois ensemble sur le plan amoureux, parfois séparés, mais toujours unis dans leur engagement envers leur fille. Mes parents ont embrassé leur rôle de grands-parents avec un enthousiasme tempéré par un respect retrouvé pour les limites, ils préviennent avant de venir, demandent plutôt que de diriger, et proposent leur aide sans rien présumer. Et ma chambre d'amis reste exactement cela, une chambre d'amis où Alec, Marcus et Elisa séjournent occasionnellement pour des visites planifiées et d'un commun accord. Lorsqu'ils viennent, la pièce se transforme temporairement avec un lit parapluie et des jouets pour bébé, mais retrouve sa fonction première dès leur départ. Cet arrangement, à la fois flexible, respectueux et consensuel, offre toute la connexion familiale souhaitée sans les violations de limites qui avaient causé tant de conflits. Le chemin de la guérison avec mes parents a été progressif et parfois hésitant. Il y a eu des moments de régression vers les anciens schémas, rapidement résolus avant qu'ils ne puissent s'installer à nouveau. Il y a eu des conversations difficiles sur les dynamiques familiales qui avaient créé notre conflit à l'origine. Mais ces discussions, bien que stimulantes, ont mené à une relation plus honnête et équilibrée que tout ce que nous avions connu auparavant. Dimanche dernier, alors que nous nous réunissions pour dîner chez mes parents, une tradition désormais bimensuelle plutôt qu'hebdomadaire pour s'adapter aux emplois du temps de chacun, j'ai regardé ma mère aider Elisa avec sa purée. Pendant que mon père discutait de la récente promotion de Marcus, Alec a croisé mon regard à l'autre bout de la table et m'a adressé un petit sourire complice, en reconnaissance du chemin parcouru depuis ce dîner désastreux d'il y a 1 an. La guérison n'était ni parfaite ni complète, les relations familiales le sont rarement, mais elle était substantielle et authentique. La confrontation douloureuse qui aurait pu endommager définitivement notre famille avait au contraire forcé une croissance et un recalibrage nécessaires. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de lui apprendre à respecter vos limites. Ce ne fut pas facile, mais tenir bon ce jour-là a changé toutes nos relations pour le mieux. La chambre d'amis de ma maison est toujours la mienne. Mais aujourd'hui,
quand ma nièce me rend visite, c'est parce que je la veux sincèrement chez moi, et non parce que quelqu'un s'est imposé de force. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre maintenir la paix et vous défendre? D'après mon expérience, l'inconfort temporaire d'un conflit en vaut toujours la peine pour obtenir la paix durable de relations honnêtes. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience sur les limites familiales. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour écouter d'autres histoires vécues sur la façon de trouver sa voie. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, respecter les limites n'est pas égoïste. C'est le fondement de relations saines qui peuvent véritablement résister à l'épreuve du temps.